Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 28 octobre 2022. On attaque tout de suite avec les nouvelles, avec notamment l'augmentation du taux de la BCE, donc 75 points, ce qui était prévu. Ça nous amène du coup à 2%, et la gamme nous confirme qu'on va continuer. Alors, est-ce qu'on va continuer à 75 points ou est-ce qu'on va continuer à 50? C'est un peu la question qu'il va falloir se poser. Dans tous les cas, c'est évident, au vu de l'inflation européenne, il va falloir pousser les taux. Ensuite, à côté, nous avons les USA sur lesquels nous avons eu le retour des chiffres du GPD, donc Gross Domestic Product, où on passe à 2,6%. On sort donc d'un PIB négatif, on sort donc d'une notion de récession avec une augmentation très forte. Ça a deux implications. Un, c'est positif pour l'économie américaine. Deux, c'est négatif pour les marchés financiers parce que ça veut principalement dire qu'on va continuer à pousser au niveau de la Fed, donc on va continuer à monter les taux, je vous ai prévenu. L'objectif, je pense, de fin d'année, c'est de dépasser les 5, voire les 5,5, voir comment ça va se dérouler, notamment sur les 2 prochaines séances. Ensuite, nous avons l'hécatombe sur les actions. Après les moins 20% de Meta, c'est Amazon avec moins 20%. Les GAFAM actuellement prennent vraiment leur sauce et ça entraîne beaucoup au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. On va regarder ça ensemble tout à l'heure, mais vous allez voir que somme toute, au niveau des cryptos, on s'en sort plutôt bien. Et d'ailleurs, je pense que notamment Google s'en rend compte et c'est pour ça que les GAFAM commencent vraiment à s'implanter dans le Web3. Google qui lance Google Cloud Blockchain Node Engine, qui permet globalement de déployer facilement un node sur Ethereum dans un premier temps. Ils ont une liste longue comme le bras au niveau des blockchains qu'ils veulent gérer. Alors, la question qu'on se pose en ça, c'est très bien pour globalement la mass adoption, la communication autour des cryptos et du Web3, mais qu'en est-il de la notion de décentralisation ? Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire et sur le Discord. En tout cas, je pense que c'est une véritable réflexion à avoir. À partir du moment où on se retrouve dans une schématisation où les différents data centers et les nodes sont stackés dans les différents data centers des GAFAM, on se retrouve dans une centralisation géographique. Ce n'est pas le but de la décentralisation. La décentralisation a pour but normalement que justement les nodes soient éclatées et soient dispersées un peu partout. Que va-t-il se passer à partir du moment où, en un clic, comme c'est le cas avec Google, on peut lancer un node et on n'a plus à s'en occuper? Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. On continue sur la blockchain avec notamment Axelar qui fait un partenariat avec Polygon pour faciliter la communication cross-chain sur les supernets. Supernet, je rappelle ce que c'est un réseau privé qui utilise la technologie Polygon et qui est raccordé à Polygon, le réseau public. Au besoin, ça permet d'avoir une blockchain hautement paramétrable, et avec la communication cross-chain d'Axelar, ça veut dire que les supernets pourront se connecter à tout ce qui est raccordé à Axelar, et c'est positif, que ce soit pour Polygon ou pour Axelar, et ça montre que, dans tous les cas, on a peut-être une véritable solution pour l'interopérabilité, même si je pense que ce n'est que les débuts encore, il va falloir patienter pour avoir des solutions uniformes et complètes qui arriveront par la suite. C'est terminé sur la partie nouvelle, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. C'est un lieu important que j'ai créé pour pouvoir regrouper les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a une communauté de passionnés qui vous attend, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent soutenir la chaîne, qui veulent soutenir le Discord, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, avec plein de contenus. Il y a plus de 100 vidéos, 300 pages de guides et de formations. Des vidéos qui vont de l'investissement au trading à l'explication de la crypto-monnaie. On a vraiment tout et ça continue à augmenter toutes les semaines. En plus de ça, on a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le Discord. Globalement, tout pour aller plus loin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets une petite explication du premium en haut à droite, de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et on continue sur la partie technique, avec notamment un rappel de notre hypothèse Heliotis qui a changé, bien évidemment, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont historiques. Nous avions une vague 3 qui se terminait ici, maintenant c'est une vague 5, donc nous avons une schématique impulsive, vague 1, 2, 3, 4, 5, 5 terminant en avril 2021.
Donc nous avons terminé un schéma impulsif et nous sommes sur un retracement A, B, C de la totalité du schéma impulsif, et donc on termine actuellement les 5 vagues d'impulsion avec les 3 vagues de retracement. Les 3 vagues de retracement, nous sommes dans la C, C qui est en extension à 382 au niveau d'un order block, B avec extension, C avec extension. On est quelque chose de très classique dans des retracements de ce style-là. Nous avons à côté un schéma de réaccumulation Wyckoffien BC, AR, ST, donc l'arrêt de la tendance haussière, on fait le buying climax, on retrace, on fait l'AR, on réaccélère, on va tester la partie haute, on fait le secondary test, sauf que là on prend la liquidité, et donc on est dans une réaccumulation, et derrière on va casser baissier avec le sign of weakness pour préparer l'accumulation de la réaccumulation. Et là actuellement nous sommes entre le 618 et le 786, zone de rechargement, long terme, très intéressant. On rappelle que hop, tout ceci est une zone d'achat long terme, dans lequel il faut commencer à faire de la DCA si on est intéressé par le BTC. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter du BTC aujourd'hui, lycée son taux d'entrée? Si vous êtes intéressé sur l'actif en lui-même, oui, c'est une zone intéressante. Personnellement, j'ai mon DCA bot de Bybit qui tourne actuellement sur Ethereum et sur Bitcoin directement. Je rappelle pourquoi Bybit, parce qu'il n'y a pas de frais actuellement sur le spot, et ce n'est pas que sur Bitcoin, c'est sur tous les actifs en spot. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai fait aussi un petit short pour vous montrer ça. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, on peut descendre plus bas. On peut aller chercher notamment les 786, donc les 15 000. Et ensuite, on a une target très basse qui est une target cohérente avec le ratio 1,618 de l'extension de Fibonacci d'une continuité de tendance. Et surtout, nous avons ici à 9500, quelque chose comme ça, l'aplat très bas de Ichimoku. Si on regarde rapidement en monthly, vous allez voir, voilà, nous avons l'aplat qui se trouve ici, dans les 9000. Et donc forcément, on a une zone dans laquelle on pourrait avoir un retour du prix, même si, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on va rester dans une forme de ranging entre 25 et 15 000. Pour moi, c'est une boîte dans laquelle on va osciller pendant un certain temps, avant d'avoir une sortie, qu'elle soit haussière ou baissière. Personnellement, j'ai tendance à penser que, suite à cette zone de neutralité, on ira sur une sortie haussière, même si, après, on n'ira pas faire tout de suite un to the moon, on ira, hop, faire, par exemple, une confirmation dans la zone des 30 000, puis après possiblement chuter. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les patterns déjà vus, par exemple ici, avec accélération haussière, retracement effectif. Donc derrière, on aura, suite à cette zone de neutralité, pas quelque chose qui va être direct. On attaque un petit zoom sur ça, on voit que nous avons bien une accumulation de Wyckoff en selling climax, automatic rally, secondary test, classique, dans lequel nous avons un problème de liquidité depuis un certain temps, je vous en parle, parce que notamment nous créons des canaux de continuité de liquidité sur lesquels on va récupérer cette liquidité une fois, deux fois, et ça montre que justement le marché cherche à créer des liquidations notamment que nous avons eu récemment avec l'action du prix qui s'est effectuée là. Au niveau de Wyckoff, ce que l'on attend, ce serait normalement une cassure du SC. Ce que l'on attend, c'est ce qu'on appelle un STB. STB, c'est une prise de liquidité du SC. Alors, vrai et faux. Principalement, le STB, c'est quoi? C'est une prise de liquidité avant un déplacement du mouvement du cours. Cette prise de liquidité peut être entraînée notamment par un mouvement très très fort, qui peut être baissier majoritairement dans une accumulation, pour ensuite entraîner un mouvement aussi. C'est ce qu'on va attendre et chercher, à savoir que des clusters de liquidation, nous en avons beaucoup, notamment en longue. Nous en avons vraiment beaucoup ici dans cette zone-là, et nous en avons notamment au niveau de 17 000 jusqu'au 14 000. Nous avons un second gros bloc de liquidation. Concernant les shorts, pardon, ça va être beaucoup plus compliqué. Nous avons ici une construction de short qui est en train de se faire, notamment avec ce qui est en train de se passer au niveau du cours. Et ensuite, les prochains niveaux, ils sont assez éloignés et assez segmentés, où nous en avons entre 25 et 26, nous en avons entre 29 et 30, mais ça reste quand même assez minime par rapport à ce qu'on peut voir, notamment sur les longues. Ça sous-entend que actuellement le marché est plutôt long, on ira le voir et le confirmer dans l'order flow, et ça il faut le prendre en considération. Il
faut le prendre en considération pour plusieurs choses. C'est que, la question, elle est, nous sommes dans un marché qui est en manque de liquidation. Ok, nous savons que nous avons des liquidités ici, nous avons des liquidités ici. La question, elle est, pourquoi n'allons-nous pas chercher ces liquidités-là? On se dit qu'on est dans un marché à court de liquidités, pourquoi n'allons pas liquider ces parties-là? La question à se poser réellement, c'est un petit peu celle que l'on avait eue lors de cette accélération haussière ici, c'était un peu le même principe, le même schéma. Pourquoi nous n'avions pas cherché les liquidités qui se trouvaient ici systématiquement? La véritable question là-dessus, enfin la véritable réponse que l'on peut avoir, c'est que, à l'heure actuelle, les liquidités ne sont pas suffisantes pour pouvoir descendre. Ça veut dire qu'on a une incentive à aller pousser plus haut pour pouvoir amener plus de liquidités, et c'est un petit peu le principe que j'ai depuis un certain temps, où je me dis qu'en effet, c'est ce qui est en train de se passer. L'order flow est en train de nous montrer ça, je vous en ai parlé hier. Donc pour moi, on est plus dans une phase de temporisation, dans laquelle on peut descendre encore plus bas, on peut descendre notamment, retester les 20 000, voire descendre en dessous des 20 000, aller dans les 19 500, pour faire une accumulation, et partir à la hausse, aller pour moi retester les 22 000. Voilà. Les 22 000, là-dessus, il va falloir statuer. Est-ce qu'en effet, réellement, on casse haussier, ou est-ce qu'on se fait une distrib, et on casse baissier, on fait une continuité baissière, c'est-à-dire qu'on a monté assez de longues, pour pouvoir après aller les récupérer, et ensuite faire un mouvement baissier, et retravailler possiblement les 18 000, 17 500. Ça, c'est un petit peu voilà, l'idée que j'ai, et de toute façon, ça se voit, cette chute, ce que ça va entraîner de la création de liquidité ici, d'accord? Donc, préparez globalement pour un short squeeze, et les personnes qui vont tout simplement acheter cette chute, enfin cette accélération haussière, et donc c'est anticiper une chute possible. Ensuite, nous allons sur l'order flow. L'order flow, déjà, plusieurs choses. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller ça, et l'open interest. Donc déjà, on a une chute de l'open interest qui est liée à cette cassure, donc on a une prise de profit qui est effectuée, ce qui est normal. Ensuite, le deuxième élément, c'était est-ce que l'on casse ce plus bas? Et idéalement, ce plus bas là. Bon, pour l'instant, non. On est toujours légèrement au-dessus, on est en train d'atterrir dessus, donc on est toujours dans une petite prise de profit, mais qui n'est pas forcément une distribution. Là, pour moi, c'est un peu mitigé. On voit qu'on est en train de diminuer les shorts effectifs ici, donc on est en train d'avoir des personnes qui, justement, sortent majoritairement, donc on revoit des longs qui sont en train de se construire. Donc là, on va se retrouver, je pense, dans une petite phase d'accumulation, dans laquelle, possiblement, on pourrait avoir une grosse réaccélération haussière. Par la suite, pour moi, encore une fois, il faut casser plus bas, il faut descendre en dessous de ce lot-là, avec, idéalement, voilà, si on pourrait avoir un open interest qui redescend en dessous de ce lot-là, ou qui arrive à ce lot-là, ok, là, on pourra se dire, on est revenu dans une forme de neutralité, donc on a eu une prise de profit massive qui a été effectuée, on a les positions de top trader qui diminuent, donc on est dans une forme de temporisation. Je vous rappelle qu'on est dans une clôture hebdomadaire au niveau de la macroéconomie. Clôture hebdomadaire qui est pas forcément positive. Hein. Si on va regarder le Nasdaq, on a fait une grosse journée négative, vraiment très très forte. On va regarder ça tout de suite, vous allez voir, on a pris combien ? Il y a une bougie qui a fait 5% 35. Dans ces 5% 35, nous avons fait en chute de clôture 3,30. D'accord? C'est juste colossal sur une journée. Mais au vu des résultats que je vous ai donnés lors des news, c'est compréhensible et logique. D'accord? Ok, 3,5. Maintenant, on va regarder ici le BTC. On va regarder le BTC sur une nouvelle échelle pour que ce soit plus simple. Bon, la chute, somme toute, elle a été absorbée. D'accord? Je vous rappelle qu'on a une accélération haussière très très forte, et ensuite on a une temporisation. Bon, là on tient bien, c'est cette notion de décorrélation que je vous dis depuis déjà un certain temps. On a une résilience au niveau du BTC, ce qui est positif, ce qui est vraiment positif, et du coup on commence à avoir des actions du BTC et des actions des crypto-monnaies en général qui s'effectuent seules, sans le marché macro, ce qui est positif, encore une fois, et qui nous démontre potentiellement la mise en place d'une zone de neutralité de ranging au niveau du BTC, le temps qu'on ait un réajustement de la macro. Si on regarde en weekly au niveau du Nasdaq, bon, là en fait, globalement, soit on va aller clôturer, on va aller retester cette zone-là basse pour aller clôturer beaucoup plus bas, soit on ravale une grosse partie, et on ravale au moins ça. On clôture au-dessus des 11 200,
voire potentiellement essayer de repasser au-dessus des 11 400 pour avoir une semaine bonne. Est-ce que j'y crois réellement? Là, actuellement, j'ai tendance à vous dire que quand on regarde en 1 heure, on se dit que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on a eu une énorme bougie qui est allée chercher la liquidité en dessous, qui a été ravalée quasiment de moitié, mais derrière, on n'a pas eu de réaction haussière suffisamment forte. D'accord, on n'a pas eu une réaction haussière suffisamment forte. Donc là, je pense que l'ouverture du marché américain va donner le ton tout de suite. Donc là, on est en train de commencer en négatif aujourd'hui. On rappelle que l'adage au niveau du Nasdaq, non, en positif aujourd'hui, excusez-moi, positif aujourd'hui, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, donc là ça veut dire que globalement, oui, on aura une clôture aujourd'hui, en tout cas qui serait dans le rouge, à confirmer, à voir de toute façon, dans tous les cas, lundi on tirera justement les conclusions de ça, mais ça veut dire que le Nasdaq en lui-même est dans une zone de consolidation, dans tous les cas, nous sommes en train de retravailler possiblement une zone de retracement, on va regarder tout de suite ça, tac. On voit qu'on va toucher 618 pour pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Donc on pourrait retravailler 618, faire une accumulation ici, et ensuite repartir à la hausse et valider un break-off structure. Donc, le problème c'est que sur le Nasdaq, on n'a pas fait de break-off structure, on est allé renforcer les liquidités. Bon, d'un autre côté, enfin on a pris les liquidités, mais du coup ce n'est pas suffisant une mèche. Donc on a renforcé globalement les liquidités de short qui étaient ici. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus faiblard que le SP500. SP500 qui est beaucoup plus intéressant quand même, sur lequel on a bien un break-off structure, une grosse bougie, ici on a une bougie d'incertitude, ensuite on a une cassure baissière d'hier, mais somme toute la cassure baissière elle est déjà beaucoup moins forte que le Nasdaq, et on reste quand même proche du socle. On a fait le break-off structure du cours, donc on est quand même dans une zone qui potentiellement peut être active dans une continuité haussière. À voir si ça va être suffisant. Est-ce que la clôture, notamment hebdomadaire, va être suffisante? Est-ce que la clôture mensuelle qui arrive, n'oublions pas, début de semaine prochaine, qui va être marquée? Ça, je vous en parlerai lundi. Mais on est dans quelque chose qui est quand même très important de surveiller. Ensuite, nous avons le DXY. DXY qui joue aussi son petit rôle, hein, parce que nous avons eu une journée qui a été positive hier, donc forcément, on a une cassure baissière très forte, ça a appuyé énormément, notamment avec les résultats négatifs, plus le DXY qui pousse, on se retrouve dans quelque chose qui emmène au fin fond le Nasdaq et qui fait très mal au SP500. Ensuite, nous avons ici une bougie qui commence à être potentiellement une continuité baissière. Après, il est logique d'avoir une réaction haussière. Nous avons passé la barre des 110. C'est normal, ici, de se retrouver dans cette zone-là, pour potentiellement, après, repartir à la hausse, chose qu'on est en train de structurer ici. Là, il va falloir, de toute façon, en tous les cas, patienter, il va falloir être un petit peu patient sur la clôture mensuelle, laisser la clôture mensuelle passer, et entamer le mois de novembre, qui est globalement la préparation du mois de décembre et de la clôture annuelle. On sait très bien ce que ça donne les mois de décembre et les mois de novembre, que ce soit en crypto ou en actif classique, donc il va falloir vraiment faire attention. Voilà, je reste toujours dans ma schématique où on va rester dans une forme de ranging pendant un certain temps. Ici, on va rester dans un bloc, peut-être un peu plus bas, mais on va osciller là-dedans. On peut avoir une descente baissière, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir juste une prise de liquidité, mais ce n'est pas obligatoire. On peut juste retravailler, prendre la liquidité haussière, retravailler la partie basse. Ici, sans casser les plus bas, c'est tout à fait possible. De toute façon, nous n'avons pas toujours pris le SC, et donc, derrière, on est toujours dans un retracement qui, somme toute, est haussier, et il ne faut pas l'oublier, et c'est important. En tout cas, si cette vidéo et mon contenu te plaît, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire et à partager, ça aide énormément au référencement, et ça m'aide énormément. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.